Bonjour tout le monde. Cette semaine, on commence un nouveau chapitre qui sera pas très long et pas très compliqué, je crois. Les statistiques. Donc, on va passer cette semaine là-dessus. Ce sera tout. On devrait être capable. Donc, il va y avoir quand même beaucoup de stock, mais c'est pas très compliqué, là. Je reprends mes notes de CST pour vous. Mais on va passer assez vite au travers. Donc, sans plus tarder, allons-y. Je vous rappelle, en fait, la statistique, c'est l'étude de distribution de données. Donc, souvent, on recueille des données à partir d'expériences ou de questionnaires. Et c'est l'analyse, dans le fond, et l'étude de ces données-là. Ici, on va s'intéresser dans ce chapitre-là des distributions à deux caractères. Donc, une distribution à un caractère, par exemple, ce serait combien de fois vous mangez de la viande par semaine? Puis là, les gens répondent, ben, il y aurait un seul caractère parce que la seule réponse, ce serait le nombre de fois qu'ils mangent de la viande. OK? Une distribution à deux caractères, ça correspond ben, à l'ensemble des coupes de données recueillies au cours d'une étude statistique qui portent sur deux sujets issus de la même situation. OK? Donc, on va recevoir deux réponses parce qu'il y avait deux questions posées et on va s'intéresser au lien entre ces deux variables-là finalement. OK? Donc, on va voir des outils qui permettent d'analyser une situation à deux caractères, une distribution à deux caractères, pardon. Le premier outil qu'on va voir, c'est le nuage de points. OK? Donc, je donne un exemple d'étude qui donnerait deux caractères, une distribution à deux caractères. On considère la mesure du pied droit et la taille de chacun des joueurs d'une équipe de basket, et ces deux mesures sont inscrites dans le tableau suivant. Ce qu'on a demandé aux joueurs, c'est combien mesure votre pied droit en centimètres, et vous mesurez combien en centimètres. Et là, plus tard, on va s'intéresser au lien entre les deux. Est-ce que plus le pied droit est long, plus la taille est grande, puis on peut s'attendre à ce que, tu sais, on peut avoir des idées, est-ce que oui, est-ce que non. Et pour plusieurs types de distribution, c'est très intéressant d'étudier le lien entre deux mesures comme ça. Donc, quelques termes ici. Chacun des joueurs de l'équipe de basketball est une donnée. OK? Donc, chacun des joueurs de l'équipe, c'est une donnée de la distribution. Et l'ensemble des coupes euh, forme une distribution, justement. Okay? Donc, la distribution, c'est l'ensemble des couples de réponses. Le nuage de points, ça correspond à le dessin, en fait, le graphique de cette situation-là qu'on représente dans le plan cartésien. Okay? Donc, c'est la représentation de la situation dans le plan cartésien. Donc, on prend chacun des couples, on installe une variable sur l'axe des X, l'autre sur l'axe des Y. Vous voyez, on a la mesure du pied sur l'axe des X, la mesure de l'athlète au complet sur l'axe des Y, puis on met les couples qui vont ensemble. Donc, on peut voir ici, si on va s'intéresser à ce point-là, ici, qui est en bas, le premier, on peut voir qu'il y a un des joueurs dont le pied mesure 25,2 environ, puis sa taille, c'est 170. OK? Alors qu'on a deux autres athlètes qui mesurent la même chose ici, mais qui n'ont pas la même mesure de pied. Il y en a un qui a un pied plus long que l'autre, etc. Et là, on voit chacun des points comme ça, ce serait un des joueurs. OK? Le désavantage de cette représentation-là, c'est que s'il y a un point qui revient plus souvent, en fait, si on avait deux joueurs qui avaient une longueur de pied de 26 et une grandeur de 172 cm, ben, les deux apparaîtraient un par-dessus l'autre, donc on ne les verrait pas distinctement dans le nuage de points. C'est un désavantage, donc il faut, euh, en général, on l'utilise pour faire des distributions qui ont de la grande disparité entre les données. Okay? Donc la mesure du pied, ça peut être très 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 précis, donc c'est possible de distinguer tous les joueurs, ou presque. C'est plutôt rare dans ce genre de mesure-là qu'il y a deux données exactement pareilles. Mais c'est un point qu'il faut faire attention. On va dire qu'il existe une corrélation entre les variables lorsqu'on peut établir un lien entre ces variables-là. Donc, lorsqu'on remarque que lorsqu'une certaine variable se comporte d'une façon, on peut prédire le comportement de l'autre variable. Je m'explique simplement ici. Euh, la corrélation ici, par exemple, on peut voir dans le tableau que ben, plus le pied est long, plus la taille semble grande. Okay? On peut établir une corrélation entre les deux. Ils semblent reliés. Ça semble être le cas que plus les pieds sont grands, mais plus les joueurs sont grands aussi. Okay? Et ça, on appellerait ça une corrélation. Et on en parlera plus amplement, vous aurez l'occasion d'en parler plus amplement, mais
corrélation, ça ne veut pas dire qu'il y a cause à effet. Ça ne veut pas dire que la longueur du pied cause la grandeur du corps. Dans ce cas-ci, c'est assez évident, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont corrélées entre elles, mais qui ne sont pas causées une par l'autre. Ils font juste varier en même temps. Donc la corrélation, ça veut juste dire que les deux variables varient de la même façon en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui cause l'autre. Le lien peut être représenté par différents modèles mathématiques. Donc, nous, on va s'intéresser à la corrélation linéaire, c'est-à-dire les données qui ont l'air de se placer sur une droite, donc qui sont corrélées de manière à ressembler à une droite, mais ils pourraient être corrélés quadratiques, exponentiels, ils pourraient être corrélés selon n'importe quelle autre fonction. Nous, on va s'intéresser à ceux qui sont linéaires. Page suivante, appréciation qualitative d'une corrélation linéaire. On va passer assez vite là-dessus, mais lorsqu'un nuage de points représente une distribution à deux caractères se rapproche d'une droite, on dit qu'il y a corrélation linéaire, et plus ça ressemble à une droite, plus on va dire que la corrélation, elle est forte. OK? Et ce, qu'elle soit positive ou négative. Donc, une corrélation positive, c'est une corrélation qui fait que les deux variables montent en même temps. Donc, notre droite imaginaire, que je tracerai ici, pardon, regardez ici la droite qui traverse mon nuage de points. Dans ces situations-là, dans ces exemples-là, elle a l'air de monter, alors que la droite ici, qui traverse mon nuage de points, okay, sur laquelle mes points ont l'air de s'aligner, elle a l'air de descendre. Okay? Donc, positif si ça monte, négatif si ça descend, tout comme le taux de variation d'une droite que vous connaissez depuis longtemps. Autre chose, l'intensité de la corrélation. OK? L'intensité de la corrélation, on va dire qu'elle est faible si les points, ben oui, ils ont l'air sur une droite, mais ce n'est pas une grosse droite. Ils ne sont pas très, très alignés. Là. Ils se dirigent à peu près dans la même direction. Vous voyez ici, on va dire qu'elle est moyenne si ça se rapproche un peu plus d'une droite. On va dire qu'elle est forte si c'est plutôt comme ici. Ils sont pas mal rapprochés d'une droite. Et on va dire que la corrélation, elle est parfaite si les points sont pas mal alignés. Okay, une corrélation, des points là, qui sont presque sur une droite, on va dire que la corrélation, elle est parfaite. Et si les points n'ont pas l'air pas en tout d'une droite, regardez ici, je ne saurais même pas dans quel sens la mettre, tellement ça n'a pas l'air d'une droite, ben on va dire que la corrélation, elle est nulle. Il n'y a pas du tout de corrélation entre les variables. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre cette année, c'est-à-dire de repérer ça à l'œil. Donc, de regarder une corrélation puis de dire cette corrélation-là, elle est moyenne, positive, elle est forte, négative, elle est parfaite, positive, elle est nulle, etc. Là, vous me direz, à regarder ça, que la différence, des fois, entre moyen puis faible ou entre moyen puis fort, c'est pas évident, c'est correct. OK? Si vous me répondez à une question, la corrélation est moyenne, alors que moi, je considérais qu'elle était quand même forte, ou si vous me répondez qu'elle est faible, alors que moi, je la considérais moyenne, c'est pas la fin du monde si c'est limite entre les deux. Sauf que, on va s'entendre que si vous me répondez que cette corrélation-là ici, que j'encercle, elle est parfaite et positive, il vous manque un morceau. Là. Elle n'est clairement pas parfaite. OK? Fait qu'on s'entend. Je ne serai pas têteux, mais il faut que vous soyez capable d'identifier à peu près quel type de corrélation et quelle intensité. Donc ça, c'est pour l'appréciation qualitative, c'est-à-dire qu'on peut juste la regarder et dire c'est fort, moyen, faible. Ça ne dit pas grand-chose, mais ça dit quelque chose. Évidemment, on est en maths, donc on peut aller une coche plus loin. On peut apprécier de manière quantitative la corrélation linéaire à l'aide du coefficient de corrélation. Et ça se calcule, c'est un nombre. C'est un nombre qu'on va noter R et qui se situe dans l'intervalle moins 1 à 1. Okay? Donc, une corrélation, le moins est là juste quand la corrélation est négative, donc quand ça descend, et le plus quand la corrélation est positive. Et la valeur de cette corrélation-là, plus c'est proche de 0, plus c'est proche d'être nul, puis plus c'est proche de 1, plus c'est proche d'être parfait. Donc, une corrélation moyenne, ce serait une corrélation autour de 0.6, 0.7, 0.8. On va voir là, les valeurs qui font qu'on qualifie ça de faible, moyen, fort. Mais donc, j'ai un schéma ici qui donne des exemples. Donc, vous avez ici corrélation, elle est positive, négative, OK? Et forte, moyenne, faible, nulle. Et la même chose dans le négatif, avec des exemples à peu près. Là. Donc, là, je sais que c'est pas très clair, mais l'exemple ici que je viens d'encadrer en jaune, c'est une corrélation presque parfaite. Le R, donc le coefficient de corrélation, ce serait 1 dans ce cas-là. Regardez, ça aurait l'air de ça pour un R de 0.9 ici, un R de 0.6, un R de 0.3, un R de 0.1. OK, on est de moins en moins sur une droite, là, de moins en moins corrélé. Donc, il y a une valeur à associer à ce coefficient de corrélation-là. On va se faire un petit tableau ici pour voir les valeurs
Ça a l'air de quoi? Puis c'est quoi l'interprétation de ces valeurs? Donc, si le coefficient de corrélation est n'importe où, en valeur absolue, là, OK? Donc, pour toutes les rangées, ça va être du plus ou moins, là. Parce que le signe, c'est juste le sens de la corrélation, mais le nombre, il est en valeur absolue, là. C'est-à-dire que 0,8 puis moins 0,8, c'est tout aussi corrélé. Il n'y en a pas un qui est plus corrélé que l'autre, il y en a juste un qui est négatif, puis l'autre est positif. OK? Donc, pour les valeurs de R, on va dire, entre 0 et 0,2. OK? Donc, je vais même l'écrire avec un L. Je vais vous remplir ça comme il faut. Donc, ici, pour les valeurs de 0 à 0,2 environ, notre interprétation, c'est que la corrélation, elle est nulle. Pour des valeurs positives ou négatives, de 0,2 à 0,5 environ, on va dire que la corrélation, elle est faible. Pour des valeurs de 0,5 à 0,8, encore une fois, environ, on va dire que la corrélation, elle est moyenne. Et pour des valeurs de 0,8 à 0,9, on va dire que la corrélation, elle est forte. Et si le coefficient se rapproche de 1, on va dire que la corrélation, elle est parfaite. OK? Ce sont des lignes directrices. C'est-à-dire que c'est possible que votre R soit à 0,2 puis que vous disiez faible au lieu de nul. D'ailleurs, le 0,2 est dans les deux. Puis peut-être qu'à 0,22, vous avez le goût de dire nul. Pareil, c'est les frontières entre les interprétations là, sont floues. OK? Sauf que, comme je disais tantôt, si un R à 0,7, vous me dites que c'est nul, il manque un morceau. Là, vous n'avez pas compris un bout. OK? Fait que, grosso modo, ça ressemble à ça, l'appréciation quantitative. OK? La suite, c'est que ce R-là, on peut le trouver, évidemment. OK? Donc là, je vous le dis, si vous regardez une corrélation, elle a la moyenne, je vais faire, OK, le R va être à peu près de 0,7. Je le sais parce que je connais j'ai appris mon tableau par cœur. Mais au-delà de ça, on peut le calculer à partir du nuage de points. C'est une méthode un petit peu géométrique, un petit peu bricolage presque. Vous allez voir. Donc, ça s'appelle la méthode du rectangle. Et si vous avez le nuage de points, il suffit de l'encadrer dans un rectangle le plus petit possible. Donc, il faut que votre rectangle soit le plus serré possible autour des points. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas plusieurs façons. Au début, on a l'impression que je peux tracer n'importe quel rectangle. Non. C'est vraiment le rectangle le plus serré possible. Ce que ça veut dire, ça, le plus serré possible, ça veut dire que chacun de vos quatre côtés du rectangle, je rappelle, c'est quoi un rectangle? C'est quatre angles droits, OK? Parce qu'à chaque fois, il y en a qui tracent des trapèzes, des parallélogrammes, des quatre angles droits, OK? Quatre côtés, quatre angles droits. Il faut que chacun de vos côtés touche à un point. Si vous regardez sur le schéma ici, là, chacun des côtés, j'ai celui, regardez, chacun des côtés touche à un point. Sinon, je pourrais le rapprocher encore. T'sais, si mon côté ici était là, ben j'aurais cet espace-là de perdu. Là. Je pourrais le rapprocher ici pour qu'il soit collé. Donc, normalement, chacun des côtés devrait toucher à un point. Si vous voulez, dans une école où j'étais avant, on faisait faire ça. Dans du papier quadrillé, les élèves se découpaient deux L. OK? Je vous les dessine, là. Mais se découpaient deux morceaux de papier comme ça. Puis en les embarquant un sur l'autre, ils pouvaient venir encadrer leur nuage de points avec l'espace ici là, négatif entre les deux. Là. OK? Fait que ça se fait, vous pourriez bricoler ça, mais vous pouvez aussi juste tracer là, le rectangle le plus serré possible autour des points. Donc, le premier mot ici, là, si vous voulez remplir vos notes en même temps, c'est encadrer. OK? Donc, encadrer tous les points du nuage en traçant le rectangle le plus petit possible. Ensuite, ben, on mesure. Mesurer les dimensions du rectangle avec votre règle là, en millimètres. OK? Et finalement, troisièmement, déterminer le signe de R en fonction du sens de la corrélation. Donc ça, le signe, vous le voyez, vous regardez le dessin, ça descend, ça va être un moins, ça monte, ça va être un plus. Aussi simple que ça. Et déterminer la valeur approximative à l'aide de cette formule-là. Donc la formule pour déterminer la valeur de R,
c'est 1 moins, et c'est le rapport entre le plus petit et le plus grand côté. OK? Donc, je fais la division du plus petit sur le plus grand. Ça va toujours me donner un chiffre plus petit que 1. Hein? Si je fais petit sur grand, ça va toujours me donner un nombre qui est plus petit que 1. Donc, je fais 1 moins ça, et ça, c'est la valeur de mon coefficient de corrélation, mon R. Puis là, si vous voulez deux exemples extrêmes pour comprendre le calcul, imaginez que j'ai aucune corrélation, donc mon rectangle va avoir l'air pas mal d'un carré. Si j'ai pas de corrélation, si mes points sont placés n'importe comment, ça va avoir l'air d'un carré. Si c'est un carré, ben, mesure du petit côté sur mesure du grand, ça va être proche de 1. Puis là, je vais faire 1 moins 1, ça va faire 0. Donc ma corrélation va être nulle. C'est un carré. Si j'ai un rectangle qui est extrêmement proche d'une ligne, OK, donc qui est très, 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 très long, mais très, très, très mince, ben, je vais avoir, mettons, 1 sur 1000. Puis 1 sur 1000, ça, c'est très, très proche de 0. Puis quand je vais faire 1 moins quelque chose de proche de 0, ben, ça va être proche de 1. Donc, ma corrélation va être proche d'être parfaite. J'étais proche d'être une ligne. OK? Donc, ça fonctionne, le calcul marche. Et le signe, c'est juste nous qui le mettons, là, on le sait. Comme là, ici, on vous dit dans ce cas-ci, R est négatif. Donc, je sais très bien que mon R, ça va être un moins. OK? Donc, je vais calculer moins quelque chose. Moins quoi? Ben, moins, et là, ma mesure, ça va être 1 moins mon rapport entre mon petit côté puis mon grand côté. Là, les mesures sont déjà écrites comme si j'avais déjà mesuré. Donc, je fais 1 moins 14 sur 35 et ça va me donner 21 sur 35, ou si je l'écris en nombre décimal, 0,6. Mais je savais que c'était négatif, donc moins 0,6. Donc, mon R ici, c'est moins 0,6. On peut donc qualifier la corrélation de négative et moyenne. Si vous retournez dans votre tableau, vous allez voir que 0,6, c'était une corrélation moyenne. Lorsque la distribution présente des points aberrants, la méthode du rectangle ne fournit pas une bonne approximation du coefficient de corrélation linéaire. Par ailleurs, puisque les dimensions du rectangle dépendent de la dispersion des points dans le plan, il est important de s'assurer que le nuage occupe le plus possible une même distance horizontale et verticale dans le plan. C'est-à-dire que si vous avez gradué votre axe des X par 1 puis votre axe des Y par 30 000, ça se peut que ça vous donne un rectangle qui est faussé un peu. Bref, il faut faire attention à comment on a placé nos affaires pour que ça soit pertinent. Et le concept de point aberrant, bien, évidemment, dans cette distribution-là, si je reviens ici, s'il y avait un point là, mettons, puis tous les autres étaient dans le truc, bien là, mon rectangle, il aurait plutôt l'air de ça. Puis là, ce serait un carré, puis ma corrélation serait nulle. Mais dans le fond, j'aurais un genre d'une vingtaine de données qui pourtant sont corrélées. Puis là, ce point-là viendrait défaire ça. Fait que d'habitude, ce qu'on fait quand on fait de l'analyse statistique, on les spot d'avance, nos données aberrantes, puis on les ignore ou on les explique dans notre travail. Donc, c'est ça. Bref, la seule utilité de cette remarque-là, c'est que vous sachiez que ça se pourrait qu'il y ait un point qui vienne mêler votre affaire. Voilà. C'est possible. Donc, on vous donne un exemple. Ici, trouve le coefficient de corrélation du nuage de points ci-dessous, puis donne la signification de ce coefficient. Ben là, je vous refais, on peut refaire le calcul rapidement, là, mais le coefficient, là, il va être positif parce qu'il monte. Donc, mon R va être égal à 1 moins 12 sur 41. Donc, ça va donner 29 sur 41, ou en nombre décimal, environ 0,71. Et ça veut dire que la corrélation, elle est moyenne forte. Donc, ça veut dire que les données sont positivement corrélées de manière moyenne environ. Okay? C'est à peu près ça qu'on veut que vous sachiez pour ce bout-là. Être capable de donner une estimation de R à partir de la méthode du rectangle, donc on peut calculer, puis que vous sachiez ce que ça veut dire un R de 0,2, de 0,7, de 1, de 0, etc. Finalement, le gros jus du chapitre, c'est la droite de régression linéaire. Et c'est là qu'on peut aller une coche plus loin. Les exercices sont séparés en trois. Vous pourriez aller faire les deux premières séries d'exercices sans cette partie-là de droite de régression linéaire. D'ailleurs, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-là. Je vais faire une vidéo séparée pour la droite de régression. Donc, allez faire les autres exercices, digérer tout ça, puis vous reviendrez voir la prochaine vidéo quand vous serez prêt à faire de la régression linéaire